Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette table ronde consacrée aux nouvelles voies des systèmes d'information publics. L'objectif qu'on a durant l'heure qu'on va partager ensemble, c'est d'évoquer, voilà, bah forcément, on va être à mon avis un petit peu dérangé comme ça au démarrage, mais c'est pas très grave puisque ça sera pendant principalement mon introduction, donc c'est moins dérangeant pour nos deux invités. Donc l'idée de l'heure qu'on va passer ensemble, c'était d'évoquer effectivement les nouvelles solutions pour réduire les coûts des systèmes d'information publique. Ah oui, voilà, comme forcément j'ai tout. Voilà, on le fait. Pour réduire les coûts de l'administration en matière de systèmes d'information, pour mutualiser et pour construire les nouveaux services de l'e-administration. Et donc on va évoquer ensemble le cloud, l'open source, le store des applications de l'État numérique, bref, l'ensemble des leviers qui permettent aujourd'hui aux systèmes d'information publique d'être plus modernes, plus compétitifs. Pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin, allez-y, installez-vous, je vous en prie. Il y a quelques places devant, hein. Il y a 2 fois 3 places. 2 grands directeurs des systèmes d'information de l'État. La première est d'ailleurs en fait une directrice, ou plus exactement en fait une chef de service. Il s'agit de Véronique Bitcharton, qui est chef du service des systèmes d'information de la Direction générale des finances publiques. Donc vous êtes, Madame Bitcharton, la DSI de la DGFiP. Et nous avons également le plaisir d'accueillir le général Papalardo. Vous pouvez rentrer, il reste 2 places devant et une place ici, et encore une place là. Voilà. Après, malheureusement, il faudra rester debout. Ben voilà, forcément, il fallait choisir entre Xavier Bertrand et puis Madame Bitcharton et le général Papalardo, ceux qui font les systèmes. Alors voilà, c'est formidable, les équipes. Oui, ça va être... Voilà, je crois que malheureusement, c'est complet. Alors peut-être que les gens, si vous voulez, voilà, d'être debout. Puis sinon, ben, merci de bloquer. Donnez-leur rendez-vous l'année prochaine. Voilà, ben c'est formidable. Nous avons complété notre table ronde. Donc je disais, Madame Bitcharton, DSI de la DGFiP, chef du service des systèmes d'information, et le général Bernard Papalardo, qui est le chef du service des technologies, des systèmes d'information, de la sécurité intérieure à la direction générale de la gendarmerie nationale. Vous êtes le patron de ce qui s'appelle le STSI carré. Le STSI carré. Système d'information et sécurité intérieure. Moi-même, je suis le fondateur et le PDG de l'Inagora. On a organisé cette table ronde de la façon suivante. Je ferai une petite introduction d'1 quart d'heure et puis je laisserai ensuite la parole à nos 2 invités, Madame Bitcharton et puis ensuite le général Papalardo, pour une intervention d'1 quart d'heure également chacun. Et puis on prendra à la fin un ensemble de questions-réponses. Si vous voulez vraiment assister, vous pouvez soit vous mettre au fond, soit peut-être tout devant. Il n'y a vraiment plus de place, non? Bon, restez debout. C'est IBM qui vient à la fin, en dernier. Voilà, on les dénonce. Bon, très rapidement, l'Inagora a bâti... donc l'Inagora, c'est le leader français du marché du logiciel open source. On fabrique nous-mêmes en fait nos propres logiciels open source et puis on met en œuvre ces logiciels et on met en œuvre, au-delà de nos propres logiciels, les logiciels qu'on est en mesure de supporter, de maintenir et de faire vivre pour l'ensemble de nos grands clients. On a, nous, bâti une relation extrêmement forte avec l'État français, puisque ça fait maintenant près de 11 ans que la société existe et a commencé à travailler par le secteur public, avec le secteur public. Et donc on est un acteur de l'innovation au service notamment de grands programmes et de grands projets sensibles. Je ne vais pas vous donner toute la liste là, mais pour information, sachez juste que, par exemple, très récemment, avec l'un des grands industriels français, nous venons de remporter la mise en œuvre de l'un des
l'un des projets de carte nationale d'identité. Il n'y a que quelques projets aujourd'hui qui sont à l'état de mise en œuvre au niveau de l'Europe. Et donc on fait l'un de ces projets-là dans l'un des pays, l'un des anciens pays de l'Europe de l'Est. Et puis la particularité, c'est qu'on diffuse notre innovation, on diffuse nos logiciels sous un modèle que nous on appelle le modèle free-free. Qui est en fait le modèle, on prend le terme free dans les deux sens du terme. Donc tous nos logiciels et toute notre innovation est à la fois libre et à la fois gratuite. Et donc on pourrait aussi appeler ça du 100% logiciel libre. Et donc nous, notre conviction profonde, c'est que les services de l'État numérique, les nouveaux services de l'e-administration doivent tirer parti des bénéfices du cloud computing et des technologies open source pour accélérer leur diffusion tout en réduisant les coûts de mise en œuvre par la mutualisation entre les administrations. L'objet de cette table ronde, c'était aussi de faire écho à quelque chose qui est pour nous de majeur, qui est le rapport qui a été publié par les services du Premier ministre du gouvernement du Royaume-Uni. Cette publication a eu lieu le 30 mars, alors je la mettrai sur mon compte Facebook, comme ça vous pourrez aussi pourra devenir amis, ça étendra notre réseau de relations et puis vous retrouverez ce lien, ou sinon vous le retrouvez très facilement sur Google en tapant ICT UK Strategy. Et donc pour moi ce document qui définit la politique publique en matière de système d'information de l'État anglais est tout à fait essentiel et tout à fait majeur, puisqu'il dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas dans les administrations, et en particulier, effectivement, y compris dans les administrations françaises. Le premier élément, alors vous savez que l'Angleterre, ça a été le grand pays des grands programmes de l'externalisation. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a essayé de vendre au cours des derniers mois et des dernières années en France, en disant regardez ce qui se passe en Angleterre, on externalise en fait les grands programmes de systèmes d'information. Ce que dit aujourd'hui le gouvernement anglais, c'est très clair, c'est que ces grands programmes sont des échecs. Les promesses qui étaient liées à ces grands programmes d'externalisation ne sont pas tenues, les délais ne sont pas tenus, les coûts explosent. C'est marqué noir sur blanc, je vous invite vraiment à vous y rapporter. Et donc, par ailleurs, ces grands programmes, forcément, vu leur montant, ne permettent qu'aux très grands fournisseurs d'y répondre. Et donc, de fait, il y a un sourcing extrêmement limité, et donc l'État anglais réduit sa base de sourcing qu'aux très grands fournisseurs, internationaux. Deuxième point, la réutilisation dans les systèmes d'information publique est tout à fait inexistante. Il n'y a pas de réutilisation. Et quand on fait le choix de solutions sur étagère, des solutions on the shelf, naturellement, puisqu'on est le secteur public, il y a toujours la nécessité de les adapter et de les rendre spécifiques. Donc ça, c'est une grande habitude, naturellement, des administrations. Troisième élément, les systèmes sont trop peu interopérables. C'est normal, on externalise chez des très grands fournisseurs qui font le choix de consortium avec des fournisseurs technologiques. Et qui a bâti une externalisation sur du nouvel, le ministère de la Santé au Royaume-Uni, qui bâtit en fait une externalisation sur des systèmes Oracle, qui bâtit des systèmes sur un système d'information Microsoft. Et donc naturellement, quand il s'agit de faire communiquer ces systèmes d'information externalisés, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. Les infrastructures sont insuffisamment intégrées, et donc elles sont inefficaces en matière d'interopérabilité. Encore une fois, vous voyez que ces constats-là, ils sont extrêmement sévères, mais c'est que de la traduction mot à mot des deux premières pages de ce rapport en fait, du gouvernement anglais. Il y a une trop grande surcapacité des data centers, on en a trop. Alors là, je vais faire rêver toutes les personnes issues de l'administration. Donc le trop, en Angleterre, ça veut dire ils ont 139 data centers au niveau de toutes les fonctions publiques, centrales, hospitalières et collectivités locales. Ils disent 139 data centers, franchement, c'est beaucoup trop. Et donc, il y a une trop grande surcapacité, il faut qu'on rationalise ça. Bon, le jour où en France, on a 139 data centers, je pense qu'on sera presque arrivé à un point d'achèvement qui est aujourd'hui même pas évoqué, y compris au niveau de la DISIC.
Les procédures d'achat sont trop longues, elles sont trop coûteuses, je l'ai dit, hein, ça ne permet pas en fait aux PME innovantes de pouvoir y répondre. Et puis il y a un point très intéressant, je vous invite vraiment là encore une fois à en prendre connaissance, notamment pour tous ceux qui travaillent dans les systèmes d'information de l'État. Il y a toute une notion autour du rôle en fait, de la fonction du directeur des systèmes d'information et de ses équipes dans l'administration. Ce qui est évoqué, c'est que le DSI, il n'a pas un grade suffisant au niveau de l'administration. Or, tout le monde sait que la modernisation de l'État passe par le développement des systèmes d'information. Et donc, il manque un grade pour l'informatique au niveau de l'administration. Alors encore une fois, je ne parle pas de la France, je parle de l'Angleterre, mais finalement, quand je regarde la liste des 100 personnalités retenues, les 100 grands commis de l'État retenus par acteurs publics, finalement, à part l'amiral Pénillard de la DGSIC au niveau du MINDEF, c'est le seul qui a une connotation en fait système d'information. Tous les autres, 99, ne sont pas issus en fait des systèmes d'information, et donc on a certainement un peu le même syndrome. Et puis un autre point, alors ça qui est en général moins qui fait en tout cas qui intéresse, enfin qui en tout cas challenge plus les DSI de l'État. Ils disent on a un grand problème, c'est que les DSI de l'État, leur plan de carrière, il ne se fait pas en fonction des projets, ils se font en fonction de leur plan de carrière. Et donc en fait, en plein milieu d'un projet, on peut avoir des nominations et des changements de personnes, ce qui naturellement fait que quand il y a un nouveau DSI qui est nommé, la première chose qu'il fait, c'est de remettre en cause ce qui a été fait par son prédécesseur. Bref, et les projets sont de plus en plus rallongés. Et donc il faut certainement s'interroger là-dessus. Il y a 10 mesures clés pour répondre à ces défis d'avenir au niveau de l'État anglais. Le premier point, c'est mettre en place une gouvernance unique, centralisée et à très haut niveau. C'est ce qu'ils ont fait avec un conseil des SIC, hein, ou plus exactement un conseil des DSI qui rapporte directement au Premier ministre. Alors ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas les secrétaires généraux, parce que comme je vous le disais, ils ont mis en fait temporairement un grade supplémentaire au niveau des directeurs des systèmes d'information. Et donc, la coordination et la gouvernance en matière de système d'information, ça se fait avec les DSI opérationnels au plus haut niveau de l'État. Ça, c'est un point qui nous différencie aujourd'hui par rapport aux initiatives qui sont faites au niveau du DISIC. Mais enfin, le DISIC, c'est quelque chose qui va exactement dans ce sens-là. Alors c'est dit comme ça parce que c'est extrêmement politique, prendre les décisions qui s'imposent pour supprimer les surcapacités. Autrement dit, le rapport dit, voilà, le sujet de la rationalisation des data centers, c'est éminemment politique. C'est aux politiques de prendre les décisions. Si on veut une informatique performante, rationalisée avec des coûts moindres au niveau des systèmes d'information, eh bien, c'est aux politiques de se mouiller et de faire ces choix-là. Donc, hein, vous avez compris de quel choix je voulais parler. Il y a une volonté. Alors, je vous rappelle quand même naturellement que le gouvernement anglais était aujourd'hui un gouvernement libéral. Hein, on n'est pas chez Chavez, on n'est pas chez Lula au Brésil, on est en Europe avec un gouvernement libdem, d'accord, libéral, démocrate. Et donc, il y a une volonté très forte. Ils disent, bon, pour construire les défis de demain, il faut naturellement qu'on utilise l'open source, qui est le seul garant des formats ouverts, de l'interopérabilité. C'est marqué noir sur blanc. Noir sur blanc. Le problème en Angleterre, c'est qu'il n'y a pas de l'Inagora, ils n'ont pas de grand acteur de l'open source, et ils disent, c'est à nous de créer le marché de l'offre. C'est-à-dire qu'on va mettre en place une politique industrielle, on va demander aux industriels de créer des savoir-faire et de créer des offres. Alors ça, je le passe à tous mes collègues en fait, des grandes compagnies, des grandes SS2I, etc. Il va y avoir en fait tout un travail à faire sur le marché anglais. Changer la politique d'achat et en parallèle de ça, déclarer suspect, c'est pareil, c'est le terme qui est utilisé, tous les programmes de plus de 100 millions de livres. Ils disent, quand un projet informatique c'est plus de 100 millions de livres, il y a vraiment voilà, il faut avoir un focus particulier, ça nécessite une procédure d'achat particulière et ça nécessite une gouvernance spécifique. Recours standard ouvert, gage de l'interopérabilité, j'en ai parlé, et de la sécurité des systèmes d'information. Il y a tout un paragraphe sur la sécurité des systèmes d'information. Il appartient à l'État de se préoccuper de la notion de sécurité des systèmes d'information, mais je pense que le général Papalardo y reviendra dans son intervention. Et puis je voudrais terminer avec 2 points. Ils insistent sur la nécessité de construire les nouveaux services numériques de l'État anglais sur un modèle de type cloud, avec une logique demain d'avoir un cloud gouvernemental porté naturellement par l'administration. Hors de question d'externaliser le cloud en Angleterre.
ça va au rebours d'un certain nombre d'idées qu'on avait jusqu'à présent, hein. Et donc ils adoptent le même modèle que l'Allemagne, c'est-à-dire c'est à l'État de construire le cloud de l'État, c'est à l'État de construire les services numériques du cloud gouvernemental. On ne peut pas imaginer que les autoroutes de l'information, celles qui permettent en fait d'adresser des services aux citoyens, soient non seulement payantes, mais propriétaires. Et donc l'Allemagne, l'Angleterre et les États-Unis ont fait un choix radical sur le sujet. Moi, naturellement, vous l'avez vu, hein, c'est tout l'objet aussi de nos communications actuellement. Nous, on partage à l'Inagora naturellement ce point de vue. Et donc on posera la question à nos invités, quel est leur point de vue sur le sujet. Et donc construction d'un store des applications de l'État dans lequel ces services numériques seront mutualisables et partageables avec l'ensemble en fait, de l'administration. Voilà. Et enfin, ils insistent pour effectivement changer les pratiques en matière de nomination des DSI et de caler le calendrier de nomination des DSI avec les moments de break des projets en fin de spécification ou en fin de réalisation en fait, d'un projet. Et puis par ailleurs, donc, ils ont insisté sur ces grades, mais j'en ai déjà parlé. Je voudrais ne pas être trop long, donc je vais évoquer très sommairement les derniers points, surtout que j'en ai déjà parlé. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut que dans le secteur public, on se pose effectivement dès à présent la question de ce qu'on appelle le G-Cloud, le cloud gouvernemental, comment on va le bâtir, comment on va le construire. Est-ce qu'on va finalement simplement sous-traiter et externaliser toute une partie de la chaîne de valeur chez les très grands fournisseurs technologiques dans le domaine de l'édition traditionnelle, ou au contraire construire et s'approprier et maîtriser le cloud gouvernemental. Vous imaginez quelle est notre position sur le sujet. Pour nous, il est essentiel que l'État maîtrise toutes les couches basses en fait, du cloud, hein, la partie IaaS, infrastructure as a service, la partie PaaS. C'est essentiel notamment pour la sécurité et la confidentialité des données. On ne souhaite pas effectivement que les données publiques soient confiées à des tiers. C'est essentiel en matière d'interopérabilité et de l'ouverture en fait, des données. Et c'est en fait essentiel pour la question de la mutualisation et de l'interopérabilité des services numériques entre les administrations. Un dernier mot pour vous dire que tout ça, ce n'est pas une utopie, que tout ça existe. Je voulais juste mentionner le fait que si on prend aujourd'hui l'outil de messagerie d'agenda partagé qui est aujourd'hui le plus utilisé dans les administrations centrales, c'est un logiciel qui s'appelle OBM, Open Business Management, c'est nous qui le développons à l'Inagora. Ça équipe aujourd'hui, ou ça va équiper la plupart des administrations centrales. Ça existe déjà dans une version SaaS, hein, il y a une version qui s'appelle OBM Online qui fonctionne, qui tourne. Et naturellement, on est en train de construire les couches basses en fait, d'OBM. Et tout ça donc, n'est pas un mythe, n'est pas une réalité. C'est des choses qui sont en train d'arriver. Je voudrais, dès à présent, transmettre la parole à nos deux invités. Alors, la raison pour laquelle nous avons sollicité à la fois Mme Bitcharton et le général Papalardo, c'est que je crois que les administrations françaises, vous l'avez compris dans le petit... résumé que j'ai fait de la politique en matière de système d'information en Angleterre, au contraire de l'Angleterre, je pense que la France et les administrations françaises ont une vraie longueur d'avance par rapport aujourd'hui à la politique qui est adoptée par nos voisins européens. Et donc, il ne faudrait surtout pas qu'on essaie de les imiter parce qu'eux sortent de leur grand modèle d'externalisation, mais il est grand temps de réhabiliter, je ne sais pas si on a besoin de réhabiliter la politique en matière de système d'information publique qui a été conduite en France au cours des 10 dernières années, mais tout simplement de dire à quel point un certain nombre de choix qui ont été faits dans les administrations françaises ont été des bons choix et des choix d'avenir, et ô combien ils sont aujourd'hui actuels et pertinents. Et puis, par ailleurs, leur demander aussi de nous présenter leur vision de ces nouvelles voies en matière de construction de systèmes d'information publique, dans quelle mesure ils continueront sur leur dynamique et dans quelle mesure ils inventeront les services numériques de l'État numérique de demain. Madame Bitcharton, c'est à vous. Merci. Merci. Je vais rebondir sur votre dernière intervention, Alexandre, pour vous dire un peu ce que, à la DGFiP, nous avons bâti comme politique informatique. Car
on espère avoir bâti une politique informatique. Alors juste un tout petit peu d'histoire. La DGFiP est issue de la fusion de 2 administrations, que sont la Direction générale des impôts et la Direction générale de la comptabilité publique, qui étaient 2 administrations à forte tradition informatique. Et donc, nous avons, par cette fusion, créé un nouvel ensemble informatique d'importance. Je vais vous donner quelques chiffres. Il y a à peu près 5000 personnes qui travaillent dans l'informatique à la DGFiP, qui exécutent à peu près tous les métiers, puisqu'on fait du développement, on fait de l'exploitation, on fait de l'assistance, on fait de l'éditique, on fait aussi de l'intégration, de la qualification. Donc on a toute la chaîne métier informatique. On gère 283 applications métiers, on a un budget externe à peu près de 200 millions d'euros. Et on a pas mal d'implantations, donc quelques data centers. On a 49 implantations géographiques qui vont être regroupées au 1er septembre au sein de 9 directions interrégionales informatiques. Et ainsi, l'ensemble de la chaîne informatique aura un rattachement fonctionnel au métier informatique. Donc, c'est dire l'importance que nous y consacrons. Et ce que je voulais dire, c'est que nous avons 2 axes stratégiques importants par rapport à la discussion d'aujourd'hui qu'on va retrouver dans notre plan stratégique informatique. Donc, on a fusionné il y a 4 ans maintenant. Et il est temps désormais, après avoir beaucoup regardé ce qui se passait dans chacune des administrations, pourquoi tel choix avait été fait, puisque bien entendu, ces administrations, bien que sœurs depuis un certain nombre d'années, avaient à peu près systématiquement fait des choix différents, avaient des vocabulaires différents. Donc c'était 2 mondes informatiques à très forte culture, mais à culture assez différente. Donc au bout de 4 ans, en ayant beaucoup travaillé en interne, nous sommes prêts à faire notre plan stratégique informatique. Et je vais vous en donner quelques aspects sous 2 angles, qui est la maîtrise du système d'information, qui est un axe très fort à la DGFiP, et puis la maîtrise des coûts, parce que tout le monde sait que nous avons un enjeu fort au sein du secteur public de maîtrise des coûts, et notamment de maîtrise des coûts informatiques. Alors, en ce qui concerne la maîtrise de son système d'information, en fait, il se dégage de plusieurs orientations. Dès la fusion, le directeur général, je crois qu'il est intervenu hier, Philippe Parini, a souhaité donner un rôle particulier à l'informatique au sein de la DGFiP, et donc d'abord lui a confié le monopole de tout ce qui était informatique. Il n'y a pas de projet informatique à la DGFiP qui ne passe pas par le service des systèmes d'information, y compris d'ailleurs les budgets d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui sont gérés par le service des systèmes d'information. Donc ça permet d'avoir une vision cohérente et unique de ce qui se passe en informatique au sein de la DGFiP. Alors en même temps que je vous dis ça, c'est bien que localement, de ci, de là, il doit bien y avoir encore quelques petites applications qui sont mises en place. Mais en tout cas, on a cette stratégie. Deuxième chose qui est très importante pour tout ce que je vais vous dire par la suite, c'est que nous avons une grande chance. Je vous l'ai dit, nous avons 5000 personnes qui travaillent dans l'informatique. Nous avons des profils très pointus, donc nous avons une capacité RH très forte en matière informatique. Alors, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui pour savoir comment nous les recrutons, comment nous essayons de maintenir cette compétence, mais sachez que cette compétence, nous la mettons à profit pour notre stratégie, parce que notre stratégie nécessite des compétences. Quand on choisit de maîtriser son système d'information, et donc forcément de découper ces différentes briques, et non pas d'acheter, si je puis dire, des systèmes tout faits, forcément il faut des compétences internes qui ont une vision globale du SI et qui puissent maîtriser l'ensemble du système d'information. Donc cette capacité RH, nous l'avons. Je fais juste une petite parenthèse. Bien sûr, nous n'échappons pas aux gains de productivité qui sont demandés à l'ensemble de la DGFiP, mais l'informatique, on n'exige pas plus de l'informatique que du reste de la DGFiP. Donc on ne considère pas que c'est une source supplémentaire de gains de productivité, et donc nous faisons les suppressions d'emplois qui correspondent à la moyenne de la DGFiP, mais on ne demande pas d'en faire plus, justement parce que notre stratégie est bien de garder une informatique puissante. Troisième chose, nous avons choisi des standards ouverts pour créer le moins d'adhérence possible en cas de changement de prestataire ou en cas de changement d'infrastructure. Et donc nous avons mis en place des standards techniques qui s'appliquent à tout nouveau projet. Et pour bien s'assurer que ces standards s'appliquent à tout nouveau projet, nous avons mis en place une gouvernance technique, puisque chaque nouveau projet ou chaque modification importante d'application doit passer devant un comité d'architecture
et d'infrastructures qui regarde donc très en amont de la mise en œuvre de ce projet et qui définit quels sont les différents outils qui serviront à ce projet. Troisième point, nous avons une externalisation maîtrisée. Alors, nous avons appelé ça la maîtrise du système d'information, la MSI, parce que cette externalisation, nous la maîtrisons d'abord dans ses phases, c'est-à-dire que nous n'externalisons pas les phases que nous considérons comme stratégiques, c'est-à-dire les phases de conception et les phases de test. Donc ce que nous externalisons, ce sont les phases de réalisation, mais nous gardons les phases de conception et les phases de test de manière à pouvoir avoir cette maîtrise du système d'information. Deuxième chose, lorsque nous externalisons, nous imposions nos choix technologiques. Donc nous disons, vous réalisez cette application en Java, et puis elle tournera sur telle infrastructure, etc. Donc c'est deux autres manières de contrôler l'informatique. Alors peut-être quelques chiffres, parce que c'est toujours intéressant. Nous sommes en phase de réinternalisation. Alors pourquoi nous sommes en phase de réinternalisation? Parce que nous avons des grands projets qui arrivent, et du coup nous avons des anciens projets qui disparaissent, et donc de l'informaticien disponible, si je puis dire. Et comme je vous l'ai dit, le choix qui a été fait est de participer aux gains de productivité de manière moyenne, et non pas de profiter de la disparition de projets pour faire des gains de productivité plus forts dans l'informatique. Donc nous avons du personnel disponible que du coup nous affectons sur des projets que nous réinternalisons. Alors peut-être quelques chiffres. Aujourd'hui, en moyenne, nous externalisons 17% de notre force informatique. Alors ces 17% sont calculés en jours hommes, c'est le nombre de jours hommes qui travaillent dans l'informatique externalisée sur la totalité des jours hommes. Alors ça recouvre une situation assez contrastée, puisque nous avons plutôt une faible externalisation des activités de production, d'exploitation, qui sont externalisées à hauteur de 4%, une plus forte externalisation de nos développements, mais toujours selon la méthode MSI, donc plutôt la phase de réalisation, et nous avons une externalisation à hauteur de 34%. Cette externalisation, notre but n'est pas de faire disparaître l'externalisation, parce que ce n'est absolument pas possible. L'externalisation, on en a besoin en phase projet, parce que forcément, en phase projet, nous avons des pics de charge auxquels nous ne pouvons pas faire face par des forces internes qui après pourraient se trouver désœuvrées, si je puis dire. Et puis deuxièmement, nous avons aussi besoin d'une externalisation sur certains segments assez pointus, sur lesquels nous n'avons pas encore les capacités internes. Eh bien, ces taux d'externalisation sont en baisse année après année, donc ils ont baissé tous de 2 points cette année, enfin en 2010 par rapport à 2009. Ils avaient baissé de 3 points l'année précédente, et nous continuons sur cette ligne. Alors, peut-être juste vous donner un exemple de ce que je viens de vous dire sur la maîtrise du système d'information avec TéléIR. Vous savez que TéléIR est notre application de télédéclaration des impôts des particuliers. C'est une belle application qui a très bien fonctionné cette année, puisque nous avons eu plus de 12 millions de télédéclarations contre 10 l'année dernière. Et nous sommes arrivés à un moment où nous devons reconstruire la plateforme TéléIR, puisqu'elle était en capacité de supporter ce nombre de télédéclarants, et que nous espérons plutôt tendre vers les 20 millions. Et donc nous avons besoin d'une nouvelle plateforme. Eh bien, parce que nous l'avions construite... nous avions ces objectifs, nous la reconstruisons de manière à supprimer les adhérences applicatives. La plateforme actuelle lie beaucoup TéléIR, qui est l'application de télédéclaration, au compte fiscal. On sépare ces deux applications de manière à ce que la complexité du compte fiscal ne nous oblige pas à introduire une complexité de TéléIR. Nous réinternalisons grandement les développements TéléIR. Nous changeons d'infrastructure technique, puisque nous passons l'ensemble de l'application sous x86, y compris sa base de données. Et nous avons à l'occasion changé de prestataire, le nouveau prestataire est dans la salle, parce que nous étions avec un prestataire historique qui, sur les derniers appels d'offres, était le seul à soumissionner. Donc pour nous, ce n'était pas forcément une bonne situation. Donc on a fait l'ensemble de ce que je viens de vous décrire, notamment pour retrouver de la concurrence sur cette application stratégique. Donc ça, c'était la maîtrise du système d'information. On a un autre axe qui est la maîtrise de nos coûts. Alors les deux sujets se recoupent, c'est-à-dire que nos orientations pour maîtriser notre système d'information ne sont pas en opposition contradictoire avec nos orientations pour maîtriser les coûts, et vice-versa. Alors, tout d'abord, pour maîtriser ces coûts, je crois qu'il faut d'abord essayer de bien les connaître. Donc c'est déjà un travail important, surtout lorsqu'on est issu de la fusion
de deux administrations. Et notamment, on a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les coûts récurrents, qui représentent aujourd'hui 40% de notre budget et qui sont, de manière assez schématique, ce qu'on doit mettre sur la table en ne faisant rien, mais qu'on doit mettre sur la table chaque année en début d'année. Alors, il y a du réseau, il y a des redevances logicielles, il y a des redevances matérielles. Aujourd'hui, c'est à peu près 40% de notre budget et nous avons un axe de travail très fort de réduction de cette partie-là pour pouvoir redéployer des moyens sur les nouveaux projets. Deuxième axe important sur la maîtrise de nos coûts, c'est la gouvernance. Alors, on a mis en place une gouvernance très forte au sein de la DGFiP. Ça a été d'ailleurs notre premier travail. Au moment de la fusion, ça n'a pas été de trouver des cibles techniques ou des cibles technologiques, ça a été de mettre en place la gouvernance des systèmes d'information. Alors, elle commence à un niveau stratégique, puisque nous avons un comité stratégique des systèmes d'information qui est présidé par le directeur général et composé des 3 directeurs généraux adjoints et du SSI qui discutent du budget, des grands projets, des grandes problématiques de sécurité. Donc, par rapport aux Anglais, en tout cas, à la DGFiP, l'informatique a sa gouvernance stratégique. On a mis en place une gouvernance applicative aussi au travers de plans annuels d'activité. C'est-à-dire que les 286 applications dont je vous ai parlé, en début d'année, on les balaye toutes au sein de réunions entre chefs de services métiers et informatique. Et nous bâtissons le plan d'activité de l'année à l'intérieur d'un budget prédéfini, soit un budget interne RH, de force disponible RH, soit un budget externe si on est sur de l'externalisation. Et donc, on arbitre dès le début de l'année le plan d'activité à l'intérieur de cette enveloppe et on demande aux métiers de nous donner pour l'année ces chantiers incontournables, ces chantiers nécessaires, etc. Et pour tout vous dire, j'ai dû faire à peu près 25 réunions avec mes collègues chefs de service. Nous n'avons jamais eu besoin de monter à l'arbitrage au-dessus de nous. On a toujours réussi à s'entendre, pourtant dans un cadre budgétaire plus que contraint. Voilà. Troisième gouvernance, c'est la gouvernance achat. Donc, nous réfléchissons beaucoup en interne aux stratégies marché, avec pour objectif de toujours permettre la concurrence maximale. Et donc, nous bâtissons nos marchés de manière à ce que le plus possible, nous ayons de la concurrence. Alors, une fois, ça peut être par massification. Une fois, ça peut être par découpage. Enfin, c'est une stratégie qui s'adapte à chaque marché et notamment à ce qui s'était passé sur le marché précédent. Et on voit que cette stratégie porte ses fruits. Autre orientation forte, c'est l'orientation durable pour le logiciel libre. La DGFiP, depuis des années, utilise des logiciels libres, notamment pour toutes ces briques techniques. De plus en plus, nous regardons également les logiciels libres pour les briques dites applicatives, enfin pour des PGI, on peut dire en quelque sorte libres. Et notre doctrine est que nous regardons, lorsque nous avons un projet, systématiquement qu'est-ce qui existe dans le monde libre. Et si ce qui existe dans le monde libre est mature, nous choisissons le produit libre par rapport au produit propriétaire. Mais ce n'est pas non plus du dogmatisme, c'est-à-dire que si nous considérons que le produit n'est pas mature, nous choisissons le produit propriétaire, mais on commence par cet examen systématique. Alors, on a bâti autour de ça une stratégie de marché assez originale qui va être étendue à l'ensemble de l'État, puisque qui dit libre, dit a priori pas de support. Et pourtant, nous avons besoin d'un support. Et donc, la DGI, puis étendue au niveau ministériel, et bientôt, avec des plaques de marché interministérielles, a bâti un marché qu'on appelle support de logiciels libres, qui est un appel d'offres pour lequel nous demandons donc du support pour un nombre limité de logiciels que nous inscrivons nous-mêmes en fonction de nos besoins. Donc aujourd'hui, le marché permet le support de 300 logiciels, avec une obligation pour le soumissionnaire de faire la maintenance nécessaire pour ces 300 logiciels maintenus en 2 versions, me semble-t-il. Enfin, je me souviens plus, mais c'est à peu près ça. Donc c'est un dispositif qui fonctionne très bien, pour des coûts qui sont loin d'être prohibitifs, puisque c'est 300 logiciels libres, et pourtant il y en a des importants, on tourne autour de 2 millions par an, ce support. Donc, vous voyez, par rapport à mes 40% sur mes 200 millions de budget, je ne considère pas que ce soit un poste exorbitant, au contraire. Et donc, c'est un dispositif qui fonctionne bien et qui va être étendu à l'ensemble de l'État. Donc, cette orientation durable pour le logiciel libre, on l'a aussi doublée par des cibles d'infrastructure. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, là, en parlant de standards ouverts, mais nous avons également des cibles d'infrastructure. Donc on est plutôt, si vous voulez un exemple, sur X86 désormais sur tous nos projets. Alors c'est vrai que sur la partie infrastructure, nous sommes face à une baisse importante des coûts. Alors
pour ça que je voudrais un peu rebondir sur le cloud. Je ne sais pas si je vais vous annoncer immédiatement le grand cloud privé de la DGFiP. On n'en est pas tout à fait là. C'est vrai qu'on est dans un monde de baisse de coûts important et que la mutualisation, la virtualisation sur des infrastructures peu coûteuses mérite pour nous, à ce stade, réflexion, notamment sur le retour sur investissement attendu. En sachant qu'aujourd'hui, nous nous sommes lancés dans la virtualisation des serveurs de développement et que c'est un chemin qui est un peu difficile. Disons qu'il demande des ajustements qui, je pense, porteront leurs fruits, mais enfin, il y a du réglage. Donc l'idée de se dire que dès demain, on peut se brancher à un cloud où tout marche, tout est virtualisé, etc., alors que déjà sur les serveurs de développement entre deux applications, c'est un peu compliqué. On est prudent, parce qu'on est à la fois innovant, mais prudent dans notre stratégie. Donc on attend de voir un peu ce qui se passe plutôt sur ces sujets. Et je vous dis, on est quand même confronté à une baisse très forte des coûts d'infrastructure. Je vous parlais de télé hier. Il faut savoir que donc, il y a 7 ans, nous avons acheté une plateforme pour 10 millions de télédéclarants, et que la plateforme actuelle pour 20 millions de télédéclarants, c'est-à-dire le double, doit coûter un tiers de la plateforme d'il y a 7 ans, hein, donc avec un doublement des capacités. Donc face à ça, on a un peu besoin d'y voir clair avant de se lancer dans des nouvelles choses. Et en termes de réduction, alors de place, alors là c'est très impressionnant. Oui, alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la salle actuelle de Téléhier et du compte fiscal doit faire le double de celle-ci avec des armoires tout le long des murs, et que la future, ça doit être 3 armoires pour doublement de capacité. Hein. Donc, on a une réduction de volume. Alors, on n'a pas réduit le data center à ce stade, mais en tout cas, il y a de la place dedans pour pouvoir peut-être y mettre autre chose. Je voulais terminer donc sur ces 2 orientations stratégiques et vous dire un petit peu qu'on continue quand même de regarder les voies innovantes et donc à s'adapter au contexte usager et sécurité. Je ne vais pas vous dire beaucoup de choses sur la sécurité, sachez que c'est une préoccupation très importante. Alors je ne vous en dis pas beaucoup de choses parce que j'ai toujours peur quand on parle de sécurité qu'il se passe un truc. Après, enfin, sachez que c'est une préoccupation très forte au sein de la DGFiP, vous vous en doutez, que les nouvelles voies technologiques d'e-administration, nous les regardons de très près, mais toujours en liaison avec les problématiques sécurité, puisque quand on s'ouvre sur l'extérieur, il y a forcément des sujets de sécurité. Alors, qu'est-ce qu'on a un peu là devant nous ? Sur la télédéclaration, donc, on espère aller plus loin. Alors, peut-être qu'on a épuisé les voies, enfin, on doit avoir encore un petit vivier, mais disons que nous n'avons pas des progressions quand même fulgurantes sur la télédéclaration par le poste de travail ou le poste des ménages. Donc, on regarde un peu ce qu'on peut faire avec les smartphones. Idem sur la consultation du compte fiscal ou idem sur le télépaiement. Donc on sent qu'on a des pistes devant nous innovantes sur ces sujets. On a un travail important devant nous sur les flux sortants. Je vous ai dit qu'on était éditeur, on envoie 260 millions de plis par an. Donc on doit être un gros éditeur, la DGFiP. Et donc on regarde aussi comment dématérialiser ces flux sortants. Ça c'est un enjeu important, mais derrière cet enjeu, il y a tous les sujets de coffre-fort électronique, tous les sujets d'authentification des pièces, etc. Donc c'est des enjeux assez importants pour nous, mais il faut qu'on continue d'avancer sur cette voie qui est pour nous une voie d'avenir. On a commencé il y a quelques années à faire de l'Internet, il faut qu'on continue sur cette voie. Voilà en quelques mots, Alexandre, ce que je pouvais dire sur la vision de la DGFiP. Parfait. Voilà. De toute façon, on aura une séance de questions-réponses à la fin. Madame Bitcharton, je vous remercie beaucoup pour ce témoignage. Je passe de suite la parole au général Papalardo, mon général. Oh, bien sûr. Pas de problème. Très bien. Merci beaucoup. Passer derrière vous, ça va être très difficile, madame. Et je vous remercie de toutes ces informations qui j'espère, vont pouvoir être complétées par mon propos. Le STSI carré. Alors, qu'est-ce que le STSI carré, qui je suis et comment on fonctionne au niveau du ministère de l'Intérieur désormais ? Désormais, parce que lorsque la gendarmerie, au mois d'août 2009, est rentrée au sein du ministère, la question se posait de la manière dont on allait réorganiser les systèmes d'information. Et le STSI carré est né de cette réorganisation. Comment fonctionnait avant que la gendarmerie arrive et comment fonctionnait la gendarmerie ? Alors avant que la gendarmerie rentre au niveau du ministère, il y avait une direction des systèmes d'information, la DSIC, et il y avait pour la police nationale
un certain nombre de personnes qui faisaient de l'informatique également, alors que la DSIC devait faire l'informatique pour l'ensemble du ministère. Mais on trouvait une structure qui était au sein de la direction d'administration de la police nationale, on trouvait des équipes dans les différentes directions de la police nationale. Ça, c'était l'organisation avant. Et au niveau de la gendarmerie, comment fonctionnons-nous? Gendarmerie, structure militaire, force armée avec une structure verticale, une organisation avec une sous-direction des télécoms et de l'informatique qui avait 30 ans d'existence. 30 ans d'existence avec un modèle un peu particulier. Le modèle est basé sur le fait que nous sommes des officiers de gendarmerie, mais nous sommes également des ingénieurs, que nous faisons des allers-retours entre le terrain et maintenant ce service, et c'était la sous-direction des télécoms et de l'informatique. Donc un modèle un peu particulier dans les développements, dans l'organisation, dans nos plans de carrière. Nous avions en avance par rapport aux Anglais quand même des plans de carrière qui étaient bien clairs, bien identifiés. Et on avait, lorsqu'on rentrait dans la partie télécom, on savait qu'on allait faire des allers-retours avec le terrain. Donc on avait la chance de pouvoir rester des gendarmes, puisque c'est quand même une de nos raisons d'être, et pour vous croiser au coin des routes. Et également des ingénieurs où pouvoir concevoir, prévoir, organiser, maîtriser les évolutions des systèmes d'information dont on a besoin en gendarmerie. Alors au mois d'août 2009, nous sommes rentrés au sein du ministère et on se posait les questions de comment réorganiser tout cela. Cette époque-là est arrivée également au sein du ministère de l'Intérieur. Je dirais un élément important, c'est l'arrivée de Jérôme Filippini comme DSIC. Jérôme Filippini que vous entendez maintenant comme DISIC. Ça donne peut-être quelque espoir ou quelque approche sur l'avenir qui pourra être fait. Donc Jérôme est arrivé comme DSIC et pour ma part, j'ai eu la chance d'arriver comme sous-directeur des télécoms de l'information, des télécoms de l'information, informatique, pardon. Je parlais trop vite. Et nous avons réussi, parce qu'il y avait une volonté politique des directeurs généraux, de créer une structure pour la sécurité intérieure. Donc au mois de septembre 2009, le ministre a dessiner le schéma global d'organisation de DSIC du ministère. C'est un schéma de consensus. La DSIC reste avec une gouvernance, la gouvernance ministérielle, la gouvernance, le cadre de cohérence technique, l'organisation et tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure, madame, que l'on retrouve au niveau du ministère. Donc une gouvernance transverse, ce qui est important car le ministère est un ministère qui est quand même relativement hétérogène. La sécurité intérieure est relativement homogène avec ses 250 000 policiers gendarmes. Le reste du ministère est peut-être un peu plus hétérogène. Donc il y avait une difficulté. Donc l'organisation, c'est donc la DSI qui continue à organiser, à chapeauter avec une vision transverse. Et on va créer, c'était la décision à cette date-là, on va créer une structure sécurité intérieure. Alors, cette structure sécurité intérieure, elle a voulu prendre en compte le modèle que nous avions mis en place depuis 30 ans. C'est un modèle relativement simple. C'est un modèle dans lequel on allie à la fois les hommes, parce que c'est quand même le centre de tout notre métier, de tout notre travail, les hommes, tant les utilisateurs que les hommes qui sont au sein de la structure, ces officiers de gendarmerie que j'ai le plaisir de commander, et la maîtrise de notre système d'information. Maîtrise de notre système d'information, mes prédécesseurs avaient fait un travail remarquable en organisant notre système, en le rendant plus souple, plus évolutif, plus modulaire. On a parlé tout à l'heure justement de la maîtrise des systèmes. Notre maîtrise du système, nous la construisons à partir de briques, des briques successives qu'on place les unes à côté des autres, avec bien sûr une ossature très forte autour de la sécurité. Sécurité de notre système et un véritable contrôle de l'ensemble des utilisateurs, une traçabilité, ce qu'on vous trouvez un petit peu partout, mais sur lesquels nous insistons d'une façon très importante, parce qu'au-dessus de nous, bien sûr, il y a le politique, il y a bien sûr tous les citoyens qui sont en droit de savoir exactement ce que l'on fait avec l'ensemble de ces bases de données d'utilisateurs et de ces fichiers des personnes. Et bien sûr, pour nous aider à mieux gérer, nous avons la CNIL qui contrôle bien sûr tout ça. C'est à la fois un plaisir, vous en doutez, mais quelque chose qu'on essaie de ne pas devenir une contrainte. Donc on essaie de s'adapter en permanence à cette évolution et puis à cette obligation que nous avons en tant que serviteurs de cette société dans laquelle nous sommes. Donc cette maîtrise, qu'est-ce que ça veut dire un système? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous un système? C'est donc un ensemble d'applications, un nombre relativement important d'applications, plusieurs centaines, qui ont des tailles tout à fait variées.
Ça peut être la petite application au niveau du quotidien du gendarme pour gérer ses équipements, comme ça peut être bien sûr des grosses applications comme celle qui va être développée ou déployée, je l'espère, dans les prochains mois, qui s'appelle TPJ, traitement des procédures judiciaires, qui est le regroupement de l'ensemble des applications que nous avions avant au niveau de la police et de la gendarmerie, qui regroupe l'ensemble de nos procédures judiciaires. 55 millions de procédures judiciaires sont regroupées, vont être regroupées dans une seule base. Alors, comment nous travaillons ? Comment nous travaillons, ça fait partie aussi de notre modèle. Modèle d'internalisation. Une internalisation assez forte, mais pas totale. Pas totale. Là aussi, comme vous l'avez dit, il faut maîtriser. La maîtrise ne veut pas dire l'absolutisme, ne veut pas dire être des ayatollahs et maîtriser tout et d'être certain qu'on est les meilleurs et qu'on doit savoir tout faire. Non, ça veut dire maîtriser, connaître. Donc nous aussi, nous sommes dans la partie conception. C'est une évidence que la conception se fait par mes officiers et désormais également par les commissaires ou officiers de police. La conception se fait par nous. Nous allons bien sûr faire les tests, mais parfois nous allons même faire le développement, la maîtrise d'œuvre. Surtout, ce que je souhaite que l'on maîtrise, c'est ce qui nous coûte cher. Qu'est-ce qui coûte le plus cher ? Lorsqu'on passe un marché, à nous de bien le passer, à nous de bien l'organiser, on sait quelle va être la dépense. Ça, on le maîtrise à peu près bien. À peu près. En revanche, tout ce qui vient derrière, le maintien en condition opérationnelle, les besoins de tierces maintenances applicatives, qui font parce que nos outils évoluent en permanence, parce que le politique évolue en permanence, et nous fait faire évoluer les lois en permanence, et fait que nos applications doivent évoluer en permanence. Eh bien ça nous oblige à avoir une maîtrise complète, ou la plus forte possible, en tout cas, des développements qui sont à faire derrière. Maîtrise de coût et maîtrise des délais. Maîtrise des délais parce que quand on parle d'une évolution d'un logiciel par rapport à un besoin politique, il faut qu'on soit dans les délais de la politique. Je vous donne l'exemple, et je vais revenir sur l'exemple que je trouve être un exemple fondamental chez nous, sur l'évolution de la garde à vue. L'évolution de la garde à vue, elle s'est passée en quelques mois, et en quelques semaines, on a su exactement quelles étaient les contraintes que l'on nous imposait. Il fallait qu'elles soient respectées, mises en œuvre, appliquées immédiatement, le jour J, le 1er juin dernier, par l'ensemble des unités. Alors, comment nous travaillons, par exemple, sur cette application et sur ce logiciel, qui est le logiciel de traitement des procédures de rédaction des procédures ? Là, on est parti, depuis quelques années, sur un logiciel du monde libre, complètement, avec une communauté de développeurs de gendarmes, au sein de la gendarmerie, qui gère, qui maîtrise et qui développe l'ensemble de l'application. Ce logiciel que nous appelons ICAR, qui est basé sur OpenOffice, c'est un logiciel qui nous permet de faire plus de 400 formulaires différents. Mais ce n'est pas simplement un logiciel de rédaction de procédure. C'est bien autre chose. Je vous en parle après. Mais donc ce logiciel, on le maîtrise. On le maîtrise. J'ai une équipe de 2 personnes au niveau central qui font les architectes et qui définissent quels vont être les besoins des développeurs. Les développeurs sont des personnels qui sont dans les unités territoriales. On a 12 développeurs qui, sur leur temps libre, font les développements dans les unités. On les regroupe 2 fois 15 jours dans l'année, simplement pour leur dire exactement quelles sont nos volontés, nos besoins. Et lorsque, pour le 1er juin dernier, on a eu besoin que le logiciel soit prêt, au bon moment, eh bien, nous avons pu, par le téléchargement global, permettre à nos 60 000, on a plus de 60 000 utilisateurs, puisqu'on est 100 000 en gendarmerie, mais aux 60 000 micro-ordinateurs qui sont branchés sur le réseau, on a permis, donc, au jour J, par simplement une release, de remettre à niveau l'ensemble de nos ordinateurs et permettre d'avoir la nouvelle version logicielle. Alors, ce logiciel, ce n'est pas simplement un logiciel de rédaction de procédure, c'est pour nous l'une des briques essentielles. Je vous ai dit tout à l'heure qu'une brique importante, c'est bien sûr le contrôle d'accès, le contrôle des profils d'utilisateurs. Donc, la base de tout, c'est l'annuaire. Notre annuaire, on l'a basé également sur du logiciel libre. Alors, on n'est pas des ayatollahs du logiciel libre. Nous sommes comme vous, madame, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on regarde si dans les standards, et nous, ce qui est important pour nous, c'est que l'outil que l'on prend soit dans un standard et corresponde au standard dont nous avons besoin. Donc nous avons un cadre de cohérence technique qui nous permet de définir réellement et clairement les standards dont nous avons besoin. Et nous regardons lors d'une réponse à un appel d'offres si l'industriel qui répond
correspond exactement aux standards que nous avons définis, que mes équipes ont définis, et qui est le cadre de cohérence technique également ministériel, pas simplement du STSI carré. Donc on a cette application qui nous permet à la fois à l'utilisateur, donc à l'extrémité, d'avoir un logiciel de rédaction de procédure complètement adapté à son besoin, puisqu'il est développé par des gendarmes, ce qui est quand même pas neutre, puisque qui mieux qu'un gendarme sait ce qu'est la gendarmerie et quel est le besoin de ses camarades. Mais c'est également l'outil à partir duquel on remonte l'ensemble des éléments pour les statistiques. C'est ce qui nous permet de remonter bientôt dans TPJ l'ensemble des informations utiles et nous permet de maîtriser l'ensemble de nos outils. Alors nous sommes sur, là c'est une brique parmi d'autres de nos applications, mais c'est une brique que l'on maîtrise. Et on essaie de maîtriser l'ensemble des briques que l'on a développées. Et tous les autres logiciels que l'on met en place aujourd'hui sont des logiciels que l'on veut modulaires, avec la modularité la plus fine possible pour au moins maîtriser une partie de ces modules, ne serait-ce que pour pouvoir les faire évoluer facilement sans avoir à repartir dans des contraintes lourdes vis-à-vis de la CNIL. Et on ne fera des nouvelles déclarations que sur le petit module qu'on va faire évoluer. Et donc on se simplifie la vie et on se donne une plus grande souplesse. Donc cette souplesse, cette maîtrise, on l'a aujourd'hui. Et l'objectif du STSI carré, lorsque on est arrivé avec ce modèle gendarmerie qui fonctionnait depuis 30 ans, qui donne des résultats relativement satisfaisants, en tout cas nous on s'en satisfait, avec une bonne maîtrise de nos dépenses par rapport à nos capacités économiques, eh bien, le directeur général de la police nationale souhaitait que l'on adapte, qu'on fasse évoluer la structure police nationale, mais pas simplement la structure police nationale, c'est la structure sécurité intérieure que l'on va faire évoluer. Que l'on va faire évoluer pour arriver à avoir un système d'information sécurité intérieure, d'où le nom du service STSI carré, où on met en avant la sécurité intérieure. Faire de la sécurité intérieure, c'est pas annihiler soit d'un côté la police, soit la gendarmerie. C'est faire que l'on ait une base technique qui soit commune, la plus proche possible en tout cas. Et ensuite, l'interface homme-machine, il faut qu'il soit différent. Il faut qu'il soit différent parce que le policier et le gendarme, sur le terrain, ils remplissent les mêmes missions, mais ils ne les remplissent pas de la même façon. Dans un commissariat de police, vous avez peut-être été des clients d'un commissariat de police. Quand vous y arrivez, vous voyez qu'il y a une file d'attente. Si vous êtes client dans une brigade de gendarmerie, avec notre répartition, nous sommes sur 4000 points, entre guillemets, points de vente sur le terrain, ce n'est pas les mêmes. Sur ces 4000 sites, lorsque les gens viennent, on n'a pas la même file d'attente, on n'a pas la même façon de traiter, je ne veux pas que ça soit mal interprété, on n'a pas les mêmes contraintes que nos camarades de la police nationale. Donc nous n'avons pas les mêmes façons de travailler, ce qui est tout à fait logique. Mais nous avons les mêmes besoins de remontée d'informations, nous avons le même code de procédure pénale, nous avons les mêmes bases et les mêmes missions. Globalement, on remplit les mêmes missions. La gendarmerie nationale est sur 95% du territoire, la police nationale sur 5% du territoire. Nous couvrons les uns et les autres 50% de la population. Et nous terminons, ne vous inquiétez pas, mais on a commencé tard, donc on a plein de choses à dire. Merci. Je m'excuse, mais... c'est bien, un peu d'autorité fait jamais de mal en général. Oui, mais quelques-uns de mes officiers, il y en a deux ou trois qui sont dans la salle, ils savent comment je suis, donc ils ne sont pas étonnés. Non, mais moi, quand j'ai accepté votre invitation pour venir ici, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir vous dire comment on travaille et qui nous sommes. Je crois que c'est intéressant de pouvoir transmettre ce modèle. C'est le nôtre, c'est celui qui nous convient, c'est celui qu'on essaie d'adapter pour la police nationale. Ça ne veut pas dire que c'est le modèle, c'est celui que nous avons adopté qui nous convient. Mais c'est un modèle dans lequel on cherche justement à rationaliser, à faire des économies, où le logiciel libre a sa place, mais ce n'est pas une place absolue, c'est une place. Il faut qu'il démontre son efficience et sa capacité à être aussi performant lorsqu'on fait des développements que les autres logiciels. Mais je reviens sur ce que j'étais en train de dire quand on a été interrompu, sur ce modèle au niveau de la police nationale où on va essayer d'adopter tout cela. Donc ils travaillent différemment, mais ce n'est pas un problème. Et on va réussir, parce que j'en suis convaincu, dans les prochaines années. On a déjà 9 mois d'existence. On a été créé au 1er septembre dernier. On regroupe aujourd'hui à moitié policiers, à moitié gendarmes, 140, allez, on va dire comme ça, de policiers et de gendarmes. On fait une seule structure, un seul service, avec toutes les autres entités qui sont autour de nous. Au total, la gendarmerie nationale, la chaîne SIC globale avec le support utilisateur, avec l'ensemble des unités qu'on a sur le terrain qui font des SIC, on est 1700.
Au niveau de la police nationale, ils sont 1200. Cet ensemble, on essaie de le coordonner, on essaie de l'animer le mieux possible. Et pour l'animer, excusez-moi, pour l'animer, on a créé 4 sous-directions qui ont en charge de gérer tout cela. 4 sous-directions qui sont... Et on a veillé, j'ai veillé que l'organisation globale du système de la sécurité intérieure soit vraiment mixte et qu'il n'y ait pas soit une hégémonie de la police nationale, soit de la gendarmerie nationale à imposer quelque chose à l'un ou à l'autre. Et on est avec un équilibre complet entre PN et GN. On a deux sous-directeurs de la gendarmerie nationale, 2 sous-directeurs de la police nationale, etc. Et ensuite, on a décliné pour avoir un équilibre complet pour réussir à faire adopter et adhérer les gens à nos choix et à notre politique. Politique qui est une politique basée sur cette évolution, sur ce système d'information qui se doit d'être sécurisé, parce que pour nous, la sécurité de notre système d'information est un élément essentiel. Et aujourd'hui, on se bat contre ces modes que l'on peut voir qui veulent qu'on avance trop vite sans prendre trop de sécurité ou sans mettre la sécurité en avant. Pour notre part, on se braque, on se bloque, on se protège. On se protège d'autant plus facilement qu'aujourd'hui, le STSI carré, qui est au sein de la Direction générale de la gendarmerie nationale, est raccroché directement aux 2 directeurs généraux. Je rends compte directement aux 2 directeurs généraux de la gendarmerie et de la police nationale. Donc on a mis, comme dans le schéma qu'ils veulent mettre en place au niveau de l'Angleterre, on a mis déjà en place une structure, je pense au bon niveau, qui nous permet d'avoir de suite les bonnes relations et les bonnes réactions et surtout essayer d'inculquer à nos chefs ce que nous, en tant que développeurs ou ingénieurs ou spécialistes des systèmes d'information, nous paraît être des trivialités. Sécurité des systèmes d'information, c'est une évidence. Ne pas utiliser n'importe quel téléphone, n'importe quel équipement, n'importe quel moyen, parce que c'est ce qui va fragiliser l'ensemble du système, c'est une évidence. Réussir à le faire passer à nos chefs, c'est un autre sujet. Empêcher que le produit le plus bling-bling, puisque c'est un terme à la mode aujourd'hui, ne soit pas ce qui va nous niveler par le bas, c'est une des batailles que l'on mène au quotidien, que tous nous menons au quotidien, j'en suis convaincu, mais c'est une difficulté. Et là, l'importance d'être bien positionné pour empêcher que les plaisirs des uns et des autres, les enfantillages, moi j'appelle ça des enfantillages, je suis un petit peu dur, mais vous avez bien vu mes réactions, c'est un peu mon caractère, que ces enfantillages viennent perturber, casser un outil, un système d'information que l'on a construit. Nous, depuis 30 ans, la police nationale avait de beaux outils, c'était des applications, on va les remettre dans un système global et on sera aussi performants les uns et les autres et on aura les mêmes outils demain, même si l'interface homme-machine diffère. Et pour ça, on s'appuie sur des hommes, parce que les hommes, c'est l'essentiel. Et dans notre système, les ingénieurs, les développeurs sont en partie chez nous, mais on externalise aussi. Et là aussi, on essaye de diversifier au maximum avec l'externalisation. Et là, maintenant, de votre part, j'accepte de m'arrêter. Non, mais merci beaucoup, mon général. Je crois qu'on peut applaudir. Mais je pourrais continuer longtemps. On peut applaudir nos 2 intervenants. Je suis à peu près convaincu que la salle a aussi un certain nombre de questions. On peut prendre peut-être 10 minutes avant de vous laisser retourner tous, suivre le reste du programme en fait, des acteurs publics. Qui veut se lancer sur l'une des premières questions? Allez, Monsieur Breton. Alors, on a un micro, je vais essayer de... Entre vous essayerez de mutualiser le micro et puis de le partager. Hein. On va adopter les bonnes pratiques. Merci beaucoup, à partir de maintenant. Nicolas Breton, ministère du Budget, anciennement AIFE, maintenant ADTEF. Une question justement sur la mutualisation, sur la partie développement. Très simplement, je vois bien l'intérêt de la DISIC pour ce qui est de mutualiser. On a parlé de plateforme, on a parlé de méthode, on a parlé d'animation. Pour ce qui est de mutualiser le développement au niveau interministériel, qu'est-ce que vous attendez? La question peut se poser pour les 3 en fait, puisqu'il peut y avoir des suggestions aussi de la part de l'Inagora, de la DISIC. Rien. Voilà. Quand on a créé le STSI carré, on a mis en avant, ce qui me paraît essentiel, le métier. Le métier, pour nous, est à la base de nos applications. On est sur des applications métiers. À moins que d'autres structures, et là il peut y avoir d'autres entités au niveau de l'État qui ont besoin de faire de la sécurité intérieure et qui ont besoin des mêmes applications que nous, à ce moment-là, oui.
Mais si on part sur des applications, je viens de vous dire que l'un des intérêts, et Madame a eu le même propos, ce que l'on cherche à faire, c'est avoir quelque chose que l'on maîtrise, de la modularité. Si on fait des gros systèmes et qu'on part sur quelque chose en interministériel, eh bien on mettra des années pour le développer, on sera en retard comme d'habitude, et comme on sera en retard, de toute façon ça ne correspondra pas aux besoins de l'utilisateur, et on sera en bataille interne pour essayer de le faire adopter, et faire adopter une transformation qui arrivera trop tard. Non, on attend beaucoup de choses du DISIC, mais pas ça. Enfin, pas pour ma part en tout cas. Oui, je crois que les choix, en tout cas sur les grands systèmes uniques interministériels, on peut parler de Chorus ou de l'ONP, ont été plutôt de créer des services ad hoc. Alors, je voulais vous citer une autre expérience qui est Sirius, qui est le SIRH des deux ministères des Finances plus du ministère des Affaires étrangères, où là, nous sommes AMOA, nous sommes MOA délégués et MOE délégués, nous, DGFIP, et donc c'est une nouvelle manière de faire qui est de faire porter à une direction ou un ministère un projet interministériel. Donc traditionnellement, ce qu'on faisait, on créait des services à compétence nationale dès lors qu'on touchait plusieurs ministères. Là, on va tenter de faire une application interministérielle, mais portée par une direction, et on va voir ce que ça donne. Et c'est un modèle auquel je crois beaucoup. Mais vous voyez qu'il faut être modeste. Donc d'abord, c'est effectivement plutôt sur des fonctions support ou des fonctions transverses. On imagine mal faire des applications, ne serait-ce que parce qu'elles sont très métiers. Donc la gestion de l'impôt des particuliers, il y a quand même peu de ministères qui font à peu près la même chose que nous. Et puis, il faut essayer d'avoir des opérationnels et de garder, je pense, des projets à taille modeste. Donc, je ne vois pas très bien le DISIC se lancer dans ces projets. En revanche, ce qui est prévu pour le DISIC, c'est qu'il regarde l'opportunité, la faisabilité des projets d'un certain montant et des projets transversaux d'un certain montant qui doivent être mutualisés. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Je pense qu'il y a néanmoins une mission que le DISIC peut tout à fait assurer, c'est celle en fait du partage en fait de bonnes pratiques et d'une gouvernance commune, notamment d'un point de vue technologique. Si on pouvait avoir en fait des administrations qui vont dans le même sens en termes de roadmap technologique, ça aurait beaucoup d'intérêt, naturellement, parce que demain, les services et les métiers se parleront, c'est-à-dire qu'effectivement, même s'il y a peu d'administrations qui font de la comptabilité publique, néanmoins, on peut imaginer demain la nécessité d'interconnecter une application de gestion publique avec je ne sais quelle autre application de l'État. Et puis le deuxième autre élément, on parle de l'ingénierie de développement et le développement en fait, des applications de l'État. Il y a notamment la mobilité du personnel en fait, de l'État. Alors, cette mobilité se développe de plus en plus, beaucoup en interdirection à l'intérieur d'une même administration, mais de plus en plus d'une administration à une autre. Et je pense que c'est quand même le sens de l'histoire. Et naturellement, partager en fait les mêmes bases technologiques, demain, ça veut dire aussi pouvoir mutualiser les compétences et les ressources humaines. Donc là, je pense qu'il y a tout un axe en fait de travail. Bon, mais effectivement, par ailleurs, il faudrait lui poser la question lui-même. Je pense qu'il a tellement de chantiers, il y a tellement de chantiers en matière de référentiel général, d'interopérabilité technique, de gouvernance, de partage de bonnes pratiques, comment chacun mutualise, etc., qu'il y a un vrai enjeu de prioritarisation, en fait, certainement des activités du DISIC. Je pense qu'il faut surtout qu'on apprenne à être un petit peu patient et tolérant par rapport en fait à ces nouvelles missions. Et puis c'est vrai qu'il faut respecter aussi le cadre des administrations et des grandes plaques des secteurs publics. Si déjà il y avait de la mutualisation au niveau des grandes plaques du secteur public, une plaque finance, une plaque défense, une plaque autre administration, je pense que moi je crois beaucoup en fait à la mutualisation interplaque, voilà, enfin, à l'intérieur des plaques. Peut-être une autre, on a le temps de prendre une ou deux questions. Peut-être qu'on peut prendre 2 ou 3 questions à la suite, si vous voulez bien. Nicolas, est-ce que tu veux bien transmettre ton micro à la gauche? Tiens, hop, voilà, merci. Donc, je m'appelle Fontaine, je sers à la direction des ressources humaines du ministère de l'écologie. Et il se trouve donc que nos personnels sur les plateformes de transport ont, du fait d'un arrêté de 2008 sur les contrôles documentaires des ressortissants non Schengen, à se poser des questions d'interfaçage avec la police nationale et la gendarmerie nationale, en particulier sur les aéroports. Et cet interfaçage, en premier lieu,
doit être entre police nationale et gendarmerie nationale et douane, puisque c'est un partenaire. Est-ce que déjà il y a une possibilité d'interfaçage police nationale, gendarmerie nationale et douane, sans penser ensuite aux services ou aux opérateurs de notre ministère à nous? Votre question est à la fois très claire, très simple et très complexe. Et je ne peux y répondre comme ça de façon globale. Il est évident qu'on fait tout aujourd'hui pour développer tous les systèmes qui nous permettront d'être interopérables et d'avoir des applications les plus communes avec d'autres acteurs, et donc en particulier les douanes. Bon, mais ça, c'est générique. Et aujourd'hui, nos directeurs généraux s'entendent justement sur l'interopérabilité. Quel est le niveau d'interopérabilité? Mot que j'aime pas tellement d'ailleurs, parce il est tellement générique qu'on peut tout mettre derrière. Et on peut toujours dire qu'on est interopérable à partir du moment où on a le numéro de téléphone de l'autre. Bon, donc oui, on y travaille. Oui, aujourd'hui, on n'est pas encore sur un système complètement développé. On est déjà en train de construire le système sécurité intérieure, police, gendarmerie, qui, même si depuis des années on y travaille, et depuis des années on partage nos fichiers, on travaille avec les mêmes fichiers, on travaille avec des applications relativement similaires, on voit bien en faisant l'état des lieux, depuis 9 mois qu'on est en place, une gestation, maintenant on va peut-être commencer vraiment à accoucher et commencer à faire des choses nouvelles, et en regroupant, en simplifiant. Je crois que la simplification est un point important. Et les douanes font complètement partie du champ dans lequel il faudra avec lequel qu'on intègre. Je suis open, pas open source seulement, mais bien sûr j'attends également des interlocuteurs en face qui viennent vers nous et qui me disent exactement quel est le besoin et comment on crée le besoin. Mais je ne suis pas le seul, là c'est vraiment de l'emploi, mais je sais que les directeurs généraux travaillent sur ce sujet-là régulièrement. Attention, être open, c'est une marque déposée d'un grand opérateur maintenant. Ok, vous savez, autant pour moi, excusez-moi. Bon. Mais de toute façon, moi je ne suis pas attaqué, pas attaquable. Écoutez, ce que je vous propose, je pense qu'il faut vraiment qu'on libère la salle. On vient se faire rappeler à l'ordre. Merci les organisateurs. Donc moi, je vais faire une vague de ratissage et je vais vous... Je voudrais remercier, avant que vous partiez tous, à nouveau le général Papalardo et Madame Bitcharton. Leur parole est rare. Merci à eux, merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.